Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais, du fond de ma tombe, je contemple la philosophia perennis, représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue. Mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse. Professeur, bonjour. Bonsoir Socrate. Professeur, au menu de la maïeutique de ce soir, une notion précieuse et délicate. Précieuse parce qu'elle est vécue par certains comme une excellente raison de vivre, mais délicate aussi parce que oscillant parfois entre le simple et le complexe. C'est sans doute pour mettre en évidence une telle complexité de la vérité que le philosophe allemand Friedrich Nietzsche dit, je le cite, « Tout ce qui est droit ment, toute vérité est courbe ». Professeur, dit de la vérité qu'elle est courbe, n'est-ce pas là une manière d'affirmer la difficulté de la capturer à pleine main, de la saisir avec des critères certains? Socrate, vous soulevez là une question extrêmement dangereuse, et ce doublement. Dangereuse d'abord sur le plan théorique, mais dangereuse également sur le plan de ses conséquences et de ses implications à la fois morales, politiques, religieuses. Pourquoi dangereuse sur le plan théorique? Parce que toute définition de la vérité est elle-même en réalité sujette à vérification. De sorte qu'on risque d'entrer dans une sorte de cercle vicieux qui avait amené justement les sceptiques à prétendre que la vérité est humainement hors de portée. En fin de compte, nous ne sommes que dans des conjectures si nous n'avons aucun critère pour mesurer la véracité de nos propos. Mais alors, est-ce que les critères que nous définirons, que nous proposerons, seront eux aussi conformes à la véracité de la définition de la vérité? Voilà donc le cercle vicieux dans lequel nous risquons d'entrer, mais nous sommes obligés de le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes attendus sur le plan pratique. Et sur le plan pratique, je disais tout à l'heure que la question de la vérité, la théorie sur la vérité, la réflexion sur la vérité a des incidences, a des conséquences, a des implications évidemment dangereuses. Parce qu'au nom de la vérité, Socrate, des millions de personnes sont mortes. Au nom de la vérité, des ménages ont éclaté. Sous le prétexte de la vérité, des guerres civiles ont éclaté. Par conséquent, cette notion, elle a des implications extrêmement dangereuses. Toutes les déchirures sociales, toutes les déchirures entre amis, toutes les déchirures familiales sont au fond dues à la quête de la vérité et à la revendication de la vérité, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prétend détenir la vérité et qui, parce qu'il détient la vérité, prétend l'imposer aux autres. Mais on va poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des critères objectifs, universels, pour identifier, reconnaître la vérité? Oui et non. Oui, parce que nous ne pouvons pas ne pas quand même définir la vérité et l'identifier et prétendre que nous faisons de la science. Nous ne pouvons pas parler de connaissance, prétendre que la connaissance doit être objective
et en même temps dire que nous n'avons pas critère de la vérité. Nous ne pouvons pas avoir comme valeur, comme évaluation, critère d'évaluation de la vérité et dire que nous ne savons pas ce que c'est la vérité. Donc il nous faut forcément au moins être d'accord sur ce par quoi nous reconnaissons la vérité. Même si tous les critères que nous aurons à donner pourraient être discutables, c'est une nécessité. La vérité a des critères, dont le plus célèbre, c'est la conformité entre le discours et la réalité. Nous prétendons nous tous que quand je dis que la table est noire, ce n'est vrai que si en regardant la table, nous constatons qu'effectivement c'est noir. Dans ce sens-là, la vérité serait la copie conforme du réel. Et là, il y a déjà deux problèmes. Le premier problème, Socrate, c'est que nous faisons une dichotomie nette entre vérité et réalité, ce que le sens commun ne fait pas. Pour le sens commun, vérité et réalité, c'est la même chose. Chaque jour, vous entendez quelqu'un dire, voilà, ce que je dis, c'est la réalité. Or, en principe, la réalité, elle est indépendante de l'esprit. Ce sont des choses qui sont réelles. Cette caméra, elle est réelle. Cette salle, elle est réelle. Les astres sont réels. Le corps est réel. Mais ce sont nos discours, ce sont nos propos, ce sont nos énoncés qui sont censés être vrais ou faux. Donc la réalité, elle est indépendante de l'esprit, c'est l'état des choses. Tandis que la vérité est une propriété du discours. Donc premier problème que la philosophie nous permet de régler, c'est cette dichotomie. Mais quand on dit que la vérité est de l'ordre du discours et que la réalité, c'est un état de fait, c'est discutable. Pourquoi? Est-ce que la réalité est disponible sans l'esprit? Dans la méditation quatrième, dans les méditations métaphysiques, et à peu près dans la quatrième partie du discours de la méthode, ce problème est posé, même si c'est en des termes différents. Quand Descartes parle de la cire, ou bien du morceau de cire, le morceau de cire qui est là devant moi, je la touche, je vois sa couleur, je vois qu'elle est un peu solide. Mais quand le morceau de cire s'approche du feu et qu'il y ait fusion, qu'est-ce qui me permet de maintenir l'argument selon lequel c'est la même cire? Les propriétés physiques par lesquelles je reconnaissais la cire ont disparu. Si je maintiens que c'est la cire, ce n'est plus par la capacité physique, ce n'est plus par la constatation matérielle, mais c'est une déduction intellectuelle. J'aurais pu dire la même chose à propos des microbes. Les microbes sont réels, mais nous ne les voyons pas. Qu'est-ce qui nous a permis de savoir qu'il y a des microbes? C'est bien une opération intellectuelle. Donc attention, prudence à dire que la réalité, c'est indépendant de l'esprit. Je sais que ceux qui disent cela ont des arguments, effectivement, parce que la réalité, elle est là avant nous. Mais la connaissance du réel, la reconnaissance du réel, l'identification du réel, les propriétés du réel sont le fruit d'une opération intellectuelle. Deuxième problème, Socrate. Professeur, avant que vous n'avanciez, j'ai envie de glisser une question, si vous permettez. Le réel et le discours vrai, il faut les dissocier. Absolument. Mais si je vous comprends bien, il faut donc, pour capturer le réel, pour saisir le réel, le faire soit par les sens, soit par l'esprit. Ce tableau est noir, ce sont mes sens qui me l'apprennent, mais il y a des vérités complexes du réel auxquelles je ne peux accéder que par une opération de l'esprit. Parfaitement. Toute réalité n'est pas directement accessible par les sens, encore que même la réalité la plus immédiate et la plus apparente, mais les sens nous les montrent parfois de façon très déformée. Donc prudence à propos de l'indépendance du réel par rapport à l'esprit. Maintenant, la deuxième difficulté, Socrate. Lorsqu'on dit la vérité est copie conforme du réel, est-ce qu'on n'est pas trop prétentieux? D'abord, est-ce que les mots, ils ont la richesse, l'élasticité pour reproduire exactement et fidèlement le réel? Autrement dit, est-ce que le réel n'est pas infiniment plus riche et plus complexe que le langage? Je donne un exemple. Pour la réalité physique, peut-être c'est moins compliqué. Mais pour la vie intérieure qui est réelle, cette soif que je ressens,
cette mélancolie qui m'habite, cette angoisse que je vis, cet amour que je ressens, cette haine qui me mine l'intérieur, qui me mine de l'intérieur, est-ce que j'ai les mots adéquats pour les traduire de façon exhaustive? Voilà qui nous mène à Bergson. Bergson nous dit, lorsque nous prétendons que la vérité est conforme au réel, ou bien copie conforme du réel, ou bien adéquation entre le réel et le langage, nous faisons une double imposture. D'abord, la première raison, je viens de l'indiquer, le réel est très complexe, la réalité est incommensurable au langage, nous dit Bergson, surtout la réalité physique, la réalité humaine. Mais il y a encore autre chose. La deuxième imposture, c'est quoi? Nous faisons des affirmations générales sur le réel, Socrate, alors que le réel n'est jamais général, il est particulier. Nous faisons des affirmations constantes sur le réel, mais le réel est changeant. La réalité, elle n'est pas statique, que ce soit la réalité inerte, même la réalité appelée inerte, la matière. Mais la matière, elle est soumise à l'évolution, à la transformation. Je pense que c'est Lavoisier qui disait « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Donc sous ce rapport-là, lorsque nous faisons des affirmations et nous les voulons constantes, alors que le réel évolue. Je donne l'exemple de la biologie. La biologie étudie le vivant, mais le vivant n'est pas statique. Le vivant évolue dans le temps et même dans l'espace parce qu'il peut y avoir une interaction avec le milieu extérieur. Alors, sous ce rapport-là, nos affirmations ne peuvent en aucune façon refléter de façon exhaustive la réalité dans la mesure où, encore une fois, la réalité, elle est particulière alors que nos affirmations se veulent générales. On dira toujours, par exemple, au CM1 ou bien au CM2, que les arbres ont besoin de la lumière du soleil pour faire la photosynthèse. Enfin, disons les végétaux, de façon générale. C'est une généralisation. Mais la science a montré qu'il y a des plantes qui ne reçoivent aucune lumière du soleil et qui se débrouillent à leur façon en utilisant l'énergie thermique dans la mer. Donc voilà un exemple. Nous faisons des affirmations, nous généralisons, mais le réel n'est jamais général, le réel il est particulier. Ensuite, le réel il est changeant. Mais nous faisons des affirmations constantes. Et c'est ce qui pose d'ailleurs problème dans la relation avec nos prochains. Avec autrui, je dis, telle personne est, je dirais, M. Socrate est gentil. Mais ça dépend. Dans certaines circonstances, M. Socrate peut faire preuve de méchanceté absolue. Donc, c'est la raison pour laquelle chaque jour je dis, il m'a déçu. J'ai été surpris par un comportement pareil. Il m'a agréablement surpris ou bien il m'a déçu. Parce que nous faisons des affirmations constantes sur les réels, or les hommes sont des hommes. Ils peuvent changer en fonction du contexte, en fonction de leurs intentions, bien en fonction de leur libre arbitre ou bien de l'arbitraire. Donc voilà pourquoi ce critère de la vérité comme copie conforme du réel, c'est un critère qui est discutable. D'autres critères sont donnés. Qu'est-ce que la vérité? Si je prends l'exemple de la science, un pragmatisme dirait, mais M. Kitane, écoute, tu ne peux pas dire que la science n'est pas vraie. La preuve, elle réussit. Toi, M. Kitane, quand tu tombes malade, ton premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital si tu n'as pas confiance en la science? Donc, si la science te permet de guérir, si la science te permet même parfois de te prémunir de certaines maladies, mais c'est bien parce que la science est vraie. Alors, cette conception de la vérité est appelée pragmatiste. Elle est développée surtout par les spécialistes anglais, mais surtout par l'américain William James. William James a dit la vérité, aussi bien sur le plan moral que sur le plan scientifique et politique, c'est ce qui réussit. La vérité, c'est ce qui est utile. La vérité, c'est ce qui est efficace. Prenons le cas de la sphère morale. Qu'est-ce que la vérité morale? La vérité morale n'est pas forcément un ensemble d'impératifs catégoriques, non. Dans certaines situations, la morale, elle change en fonction du besoin, et bien des besoins de la société. C'est pourquoi toute morale est par définition relative. Donc dans certaines circonstances, dans certaines cultures, ce sont les besoins, ou bien c'est le bonheur collectif qui détermine en fin de compte
le jugement moral, c'est ce qui va déterminer en fin de compte la norme morale. Il serait sous ce rapport extrêmement périlleux de prétendre qu'il y a une morale universelle qui serait valable partout. Sur le plan scientifique, William James nous dit, en fin de compte, toutes les sciences sont approximatives. Les lois de la science ne sont pas forcément vraies. Absolument pas. Les lois de la science ne sont que, en fin de compte, des tentatives de comprendre l'univers, mais de la façon la plus commode. Et ça, c'est confirmé d'ailleurs par Poincaré. Henri Poincaré nous dit que dans l'absolu, toutes nos théories scientifiques sont fausses. Du moins, elles ne sont que des commodités intellectuelles. Des commodités intellectuelles au sens où elles nous permettent, ces lois-là et ces théories, d'avoir une efficacité sur le réel, mais l'efficacité la plus immédiate, ou bien la plus facile, ou bien la moins compliquée. Donc, sous ce rapport-là, la science est efficace et nous jugeons qu'elle est vraie en fonction de son efficacité. Mais là, cette définition également, ça pose problème. Parce que si on s'en tient à ce critère de l'efficacité, mais on viderait la vérité de sa dimension morale. Or, effectivement, M. Socrate, la vérité a une dimension morale par laquelle elle s'impose à tous les hommes. La preuve, quand je décide délibérément de mentir pour me tirer d'affaire, j'ai de remords. Quand je proclame des choses qui ne sont pas vraies, soit pour agonir quelqu'un, ou bien pour comploter contre quelqu'un, ou bien pour jeter l'anathème sur quelqu'un, quand je suis seul avec ma conscience, je suis malheureux. Donc, même si le mensonge me permet parfois de réussir, alors j'ai des remords, j'ai un ressentiment, j'ai des cas de conscience. Par conséquent, il y a une dimension morale par laquelle la vérité s'impose à l'individu et par laquelle d'ailleurs l'individu peut renoncer à ses propres intérêts pour dire la vérité. C'est votre cas, Socrate. Vous auriez pu ne pas mourir. Mais vous avez tenu à votre vérité parce que vous saviez que c'était vrai. Alors donc celui qui dit la vérité, c'est qui réussit, on pourra lui dire dans ce cas, le mensonge est vrai. Or, si le mensonge est vrai, c'est une absurdité. Donc le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Si le mensonge, si la vérité, c'est qui réussit, mais dans ce cas, le vol, l'escroquerie sur le plan moral, c'est bien. Vous voyez, on serait dans une impasse à la fois intellectuelle et morale. Voilà pourquoi donc, ce critère-là, ça pose problème, même si on le comprend. Troisième critère qu'on propose souvent, et que je vais rappeler, c'est un critère qui est valable pour la logique et la mathématique. Bref, c'est un critère valable pour les sciences formelles. Le critère de la cohérence. C'est un mot latin. Cohérence, qui signifie être rattaché. Un discours cohérent prouve son fondement rationnel. Parce que quoi qu'on dise Socrate, un discours qui est incohérent ne peut pas être accepté par la raison. La raison ne peut pas accepter que quelqu'un dise « j'existe, je n'existe pas ». La raison ne peut pas accepter que quelqu'un dise « je suis beau, je suis vilain ». Ça n'a pas de sens, à moins qu'on soit dans le domaine du soufisme. Mais dans le domaine de la pensée rationnelle et rigoureuse, la raison n'accepte pas une pensée contradictoire. Donc sous ce rapport-là, la cohérence est la preuve de l'enracinement de la pensée dans la raison. Et puisque nous sommes dans les sciences formelles, c'est le critère de la cohérence qui permet de déterminer ce qui est vrai. Là-bas, le vrai est synonyme de ce qui est valide. Un raisonnement logique, comme le célèbre syllogisme de Socrate et de la mort. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, forcément Socrate est mortel. Ce type de raisonnement est infaillible. Parce qu'on ne s'occupe pas du contenu du raisonnement, on ne s'occupe que de la forme logique, c'est-à-dire de la cohérence. Mais quel est le problème avec ce type de raisonnement? J'ai dit tout à l'heure que la cohérence prouve l'ancrage rationnel de la pensée. Mais ce n'est pas parce qu'une pensée est rationnelle qu'elle est forcément vraie. Pourquoi? Parce que la cohérence est une exigence de la réalité, mais pas du tout une exigence de la raison plutôt, mais pas du tout une exigence de la réalité. La réalité, elle peut être parfaitement contradictoire, totalement. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi la raison devrait-elle imposer ses schèmes, ses exigences et ses lois à la réalité? Pourquoi? La réalité est censée être autonome.
Mais pourquoi la raison voudrait-elle venir lui imposer son schéma et dire que donc, je vais t'étudier de façon cohérente et par conséquent, si ma pensée est cohérente, donc le réel n'est pas saisi de façon correcte. Ça pose problème. Et là encore, le contre-argument qu'on donne souvent, c'est qu'une pensée peut parfaitement être cohérente et être absurde. Absolument. Socrate, le célèbre paralogisme du Crétois. Un Crétois, un habitant de la Crète, qui dit tous les Crétois sont menteurs, je suis un Crétois, je suis un menteur. Ça, c'est un raisonnement parfaitement cohérent, mais qui ne peut être ni vrai ni fou. Si c'est vrai, c'est fou. Si c'est vrai, si c'est faux, c'est vrai. Donc voilà pourquoi, comme dit Descartes, parfois, la recherche de la pensée logique, ça peut nous mener à ce qu'on appelle des paralogismes. Donc la pensée est en apparence cohérente comme ça, mais au fond, elle est absurde. Encore que, M. Socrate, un grand menteur et même un sophiste, il peut nous produire une pensée parfaitement cohérente alors qu'il ment. D'ailleurs, les plus grands menteurs apprennent à penser de façon cohérente. Donc, sous ce rapport-là, ce critère également, ça pose problème. Dernier ou bien avant-dernier critère que je vais proposer Socrate, c'est plutôt Descartes qui propose ça. Descartes pense que le critère de la vérité, c'est l'évidence. Professeur, avant que vous ne passiez à Descartes pour nous parler de son évidence, vous avez fait naître en moi une question qui me brûle un peu les lèvres. Vous avez quelque part anticipé sur la question que je voulais poser. C'est vrai, dire de la cohérence que les critères de vérité peut être problématique, parce que, comme vous le dites, le réel n'est pas forcément cohérent. La raison humaine a besoin de logique et de cohérence, mais si on prend l'exemple de la religion, sa pratique n'est pas forcément cohérente. Demander à un humain de sacrifier, par exemple, son fils, ça peut être une incohérence. Et que donc, dans la réalité, le réel est tellement complexe que tout dans le réel n'est pas cohérent. Et que donc, par conséquent, on ne pourrait pas, à mon avis, voir dans la logique le seul critère de vérité. Et j'ai donc l'impression que vous m'avez servi peut-être des réponses approximatives, mais jusque-là, le débat n'est pas clos. Et qui donne raison à Nietzsche, la vérité elle est courbe, tout ce qui est droitement, parce qu'elle est assez complexe. Tout à fait. Vous avez tellement raison, Socrate, parce que si nous prenons l'exemple de la religion, nous avons un destin. Nous avons un destin. Or, le destin, ça veut dire quoi? Fixé à l'avance. Par qui? Par Dieu. Donc moi, être humain, créature de Dieu, adorateur de Dieu, Dieu m'a créé par son libre arbitre, mais en même temps aussi, il va me juger. Et en fonction du jugement qu'il va me faire, il va me mener au paradis ou bien en enfer. Il y a un problème. Donc si j'ai un destin, soit Dieu a dit que M. Kizan ira en enfer, soit il dit il ira au paradis. Alors, mais dans ce cas, où est ma responsabilité? Si j'ai un destin, je n'ai pas de responsabilité du tout. Mais comment quelqu'un qui n'a pas de responsabilité peut-il être évalué, peut-il être sanctionné positivement ou négativement? Ça pose problème. Donc justement, vous avez parfaitement raison si on s'en tient à la cohérence, mais dans ce cas, il faut dire tout de suite que la religion n'est pas cohérente. Et ça, il faut le dire. La preuve, mais pourquoi Dieu qui sait tout, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est tout, il nous a créés, il connaît nos besoins. Mais ce Dieu-là, il veut attendre qu'on lui fasse des prières pour qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin. ça pose problème, Socrate. Donc, il y a une forme d'incohérence par rapport à la raison, je veux dire, évidemment. Mais je pense que c'est l'imam Ali qui disait que, attention, la religion, c'est pas de la cohérence. Et il a parfaitement raison. Parce que la raison, elle a ses principes. Mais autant la raison doute des sens, de l'imagination et de tout ce que l'on veut, mais la raison également devrait pouvoir accepter qu'on doute d'elle-même. Par conséquent, comme le dit Pascal, la raison n'est que prétention si elle ne va jusqu'à reconnaître qu'il y a des vérités qui la dépassent. Donc, sous ce rapport-là, l'incohérence supposée de la religion peut être une cohérence supérieure. Alors, pour revenir maintenant à Descartes,
l'évidence. Descartes dit effectivement, on ne peut pas quand même s'engouffrer comme ça dans la recherche de la vérité sans pour autant avoir un critère de la vérité. Quelqu'un ne peut pas dire que moi je vais aller au marché chercher du diamant alors qu'il ne sait rien du diamant. Ça ne marche pas. Donc si nous nous engageons dans la quête de la vérité, que ce soit dans la philosophie, dans la religion, dans la science, ou bien même dans la politique et tout ce que l'on veut, mais forcément il faut que nous ayons au préalable le critère de la vérité. Donc sous ce rapport-là, Socrate, l'évidence proposée par Descartes peut être acceptée comme étant un critère parmi les autres critères. Mais qu'est-ce que l'évidence? L'évidence, dit Descartes, c'est une idée qui est à la fois claire et distincte, c'est-à-dire une certitude. Qu'est-ce que ça veut dire une idée claire? Claire, c'est-à-dire qui est tellement manifeste à l'esprit que l'esprit accède par intuition, directement. Il n'a même pas besoin de raisonner, l'esprit. Distinct, c'est-à-dire l'idée est tellement évidente qu'elle n'a pas besoin de se fonder sur une autre idée ou bien de se faire démontrer, ou bien de se faire justifier. C'est le cas, par exemple, enfin, on le croyait avec les axiomes, notamment les axiomes d'Euclide. On croyait que, par exemple, quand on dit par un point pris hors d'une droite, on ne fait passer qu'une seule parallèle, donc c'était une évidence, on n'a même pas besoin de démontrer ça. Donc c'est ça le critère de l'évidence. Alors, parce que Descartes reprend ici, sans le dire, la conception latine, veritas ex sui. La vérité est preuve d'elle-même. Donc ce qui est vrai n'a pas besoin d'être démontré. La vérité, elle se prouve elle-même. Ce critère est matérialisé ou bien illustré chez Descartes par le cogito ergo sum. Je pense donc je suis. En doutant de tout, je peux douter de tout ce que je veux. Mais il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que moi je pense. Parce que la condition même que je doute de tout, c'est que je pense, parce que douter, c'est penser. Mais si je pense également, je suis au moins quelque chose qui pense. Pour penser, il faut être là. Donc personne ne peut dire, est-ce que réellement je pense? Je pense que je ne pense pas, ça n'a pas de sens. Donc en pensant, ou bien en doutant de la pensée, tu es en train de confirmer la pensée. Or, si tu penses, tu es au moins quelque chose qui existe et qui pense. Donc ça, c'est la première certitude, selon Descartes. Et cette certitude, ça m'apparaît de manière tellement évidente que j'en déduis que tout ce qui m'apparaîtra dans le futur comme évident, je pourrais les considérer comme étant vérité par analogie. Parce que ça m'apparaît de façon indubitable. Quand je vous entends définir l'évidence par le critère de la clarté, j'ai envie de présenter une objection que sûrement vous connaissez. Lorsque vous promenez dans une grande surface avec des baies vitrées claires, parfois, en ne faisant pas attention, on peut avoir l'impression que c'est du vide parce que c'est tellement clair que je vois derrière. Mais en ne faisant pas attention, je peux me cogner contre la vitre et me casser la tête. Ce qui est clair n'est pas forcément ce critère de vérité. Vous avez tellement bien fait de souligner l'illusion optique. Heureusement d'ailleurs que Descartes parle de clarté, non pas au sens de la perception, mais au sens de la conception. Ce qui m'apparaît de façon claire, c'est ce qui est indubitable. C'est-à-dire c'est tellement clair, c'est tellement manifeste à l'esprit, que l'esprit accède directement par intuition. Mais vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, dans la vie courante, combien de fois des choses ou bien des propos nous sont apparus évidentes, mais par la suite elles sont révélées être absurdes et fausses. La preuve, vous êtes le premier grand philosophe. En philosophie, qu'est-ce qu'on entend par évidence première? Évidence première en philosophie, c'est synonyme d'apparence. Or, les apparences sont généralement trompeuses. Donc, vous voyez qu'effectivement, vous avez raison. Si l'on s'en tient à la perception, ce qui est clair, ce n'est pas du tout quelque chose qui est vrai. Donc, sous ce rapport-là, on ne peut pas dire que l'évidence soit un critère absolu. Mieux, Leibniz a contesté et a critiqué cette perception de la vérité chez Descartes. Leibniz a critiqué cette conception de Descartes de la vérité, donc du moins le critère de l'évidence. Parce qu'en fait, au compte, qu'est-ce que l'évidence? Leibniz répond, l'évidence n'est rien d'autre que le sentiment de certitude qui accompagne la représentation d'une idée. Mais qu'est-ce qu'un sentiment? Un sentiment est trop subjectif pour servir de critère de la vérité. Donc, comme quoi,
l'évidence aussi est un critère qui n'est pas forcément acceptable. Maintenant, est-ce une raison à dire tous ces critères sont défectueux ou discutables et en tirer la conclusion qu'il n'y a pas de vérité? Non, ce serait vraiment une catastrophe. J'opterais, moi, personnellement, Socrate, pour une solution médiane. Je dirais, il n'y a pas un critère de la vérité, il y a des critères de la vérité. Pourquoi? Parce que les champs de la connaissance ne sont pas les mêmes. La vérité mathématique ne peut évidemment pas être de même nature que la vérité physique. La vérité physique ne peut pas être de même nature que la vérité morale. La vérité morale ne peut pas être la même que la vérité religieuse. Donc pour chaque champ ou bien pour chaque sphère, il faut accepter un critère de vérité. Ou bien s'en tenir à ceci, qu'en fin de compte, tous les critères de la vérité doivent faire l'objet d'un consensus à l'intérieur de la sphère de la connaissance. Merci beaucoup, professeur, pour ce bel argumentaire. Nous pouvons retenir de votre réponse l'idée selon laquelle la vérité est certes une vertu cardinale recherchée, mais elle demeure assez complexe dans la mesure où il n'est pas facile de s'assurer la détenir. Nous passons maintenant à la deuxième question prévue ce soir. Si l'homme est attiré vers la vérité, professeur, n'y a-t-il pas un danger inhérent dans la prétention de posséder la vérité? C'est vrai. Vous avez parfaitement raison, Socrate. La revendication de la vérité est à l'origine de toutes les guerres, je le disais tantôt. La revendication de la vérité est à l'origine du totalitarisme. Le plus grand fléau du XXe siècle, c'est le totalitarisme qu'on retrouve dans le nazisme, dans le fascisme et donc chez les communistes. Dans toutes ces doctrines politiques, on était persuadé de retenir la vérité. Celui qui est persuadé de retenir la vérité, soit il est dogmatique, soit il est fanatique. Or, c'est deux extrêmes. Qui est le fanatique? Voltaire disait les fanatiques sont des épileptiques célestes. Bon, lui, il parlait du fanatisme religieux. Mais le fanatisme n'est pas seulement religieux. Même en sport, il y a des fanatiques. Moi, je connais des sporteurs de Djaraf, mais quand le Djaraf joue, ils sont capables de faire des choses voilà, terribles. Je connais des fanatiques de Eumeu Sène. Si Eumeu Sène chute, c'est la catastrophe. Je connais des fanatiques des hommes politiques. Donc, pour l'homme politique, ils sont capables de faire des choses terribles. Donc, le fanatisme n'est pas forcément religieux, comme semble le penser Voltaire. Mais il y a quelque chose quand même que Voltaire dit, qui est vrai, à savoir que le fanatisme, c'est la peste des âmes. Peste des âmes, pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui est atteint d'une obscurité intellectuelle quand on est fanatique. Pourquoi? Parce que le fanatique n'est plus quelqu'un qui domine sa vérité, il est dominé par sa vérité. Un fanatique, c'est quelqu'un qui est non seulement sûr de posséder la vérité, mais quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour ce qu'il croit vrai. Or, nous venons de montrer tout à l'heure que nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% de retenir la vérité. Par conséquent, nous devrions plutôt être plus modestes, plus humbles même, nous devrions être plus tolérants. Mais nous accrocher à des vérités, à des certitudes, les défendre avec bec et ongle et prétendre les imposer à autrui, tous les maux du XXIe siècle sont nés de ce fanatisme-là. Par conséquent, de cette difficulté à devenir la vérité, nous devions retenir une première leçon de morale. Faisons attention dans nos affirmations. Soyons plus modestes, soyons plus humbles, soyons plus tolérants pour ne pas porter préjudice et à la science et au rapport avec les autres. Quant au dogmatique, le dogmatique Socrate, c'est surtout dans le domaine de la connaissance. Peut-être il a un sort moins mauvais que le fanatique. Le dogmatique, il prétend détenir la vérité, parce que dogmatique, ça vient de dogma. Dogma, ça signifie personne, vérité ou valeur indiscutable. Or, c'est ça le tort du dogmatique. Le dogmatique prétend détenir la vérité, mais il est incapable de dire pourquoi ce qu'il tient pour vrai est vrai. Par conséquent, il n'est pas prêt pour la discussion. Or, nous sommes des êtres humains, Socrate. Nous avons une raison, certes, c'est la plus grosse faculté. Mais la raison humaine
La raison humaine, elle a des limites. Et puisqu'elle a des limites, il faut que nous apprenions à modérer nos prétentions à détenir cette vérité-là. Donc nous ne pouvons avoir la vérité que parmi les hommes. Or, avoir la vérité parmi les hommes, Socrate, c'est en fin de compte, c'est accepter la délibération, c'est accepter le dialogue. Tout dialogue est un échange de raisons au singulier et de raisons au pluriel. Donc, au sens où ta raison permet d'éclairer la mienne, mais également tu vas amener tes arguments, Socrate, je vais amener les miens. C'est ça, en fin de compte, ce vers quoi nous devrions tendre, et non pas vers le dogmatisme. La véritable réussite intellectuelle, Socrate, c'est l'ouverture vers les autres et l'acceptation de la caducité même en réalité, ou bien de la fragilité, ou bien de l'insignifiance de nos raisons. Personne ne peut avoir raison seul. On ne peut avoir raison que parmi les hommes, et pour avoir raison parmi les hommes, il faut être prêt à discuter. Par conséquent, donc, la revendication d'une vérité absolue, Socrate, à la limite, elle est immorale, elle est invivable, elle est indigne d'un intellectuel. Professeur, si je vous comprends bien, il faut donc retenir de votre propos que l'obsession de posséder la vérité est chose dangereuse. Dans la mesure où personne ne peut dire dans l'absolu qu'il détient la vérité, parce que quelles que soient nos convictions, la forte conviction ne prouve que sa force, elle ne prouve pas la vérité de la chose crue. Je peux être convaincu d'une chose, mais je peux après le lendemain m'apercevoir que je faisais erreur peut-être de bonne foi. Et que donc l'humanité doit son salut en injectant une dose d'incertitude dans ses postures, et que donc l'obsession de la vérité, elle est dangereuse, il faudra s'en débarrasser. Vous avez tellement raison, Socrate, que même vos adversaires, les sophistes, évidemment, le sophisme est une catastrophe. Scientifiquement, c'est intenable, moralement, c'est intenable, socialement, ça pose problème. Mais le sophisme défend une certaine relativité de la vérité. C'est pas bon. Mais au moins, le sophisme et le scepticisme nous apprennent quelque chose. Pour le scepticisme, il faut toujours douter. Toujours douter. À commencer par ce que l'on sait. Dès que nous avons cette habitude à douter de ce que l'on sait, alors on a le meilleur bouclier contre le fanatisme, et le dogmatisme et le totalitarisme. Le sophisme aussi, pas le prendre au mot en disant donc que la vérité dépend de celui qui parle ou bien à chacun sa vérité, ça c'est pas bien. Mais au moins, le sophisme nous amène à relativiser. Il faut toujours dans la vie relativiser, même dans les convictions religieuses. Même dans les convictions religieuses, il faut relativiser et ne pas prétendre que ma religion est la seule vraie. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Prétendre que ma morale est la seule vraie, ça n'a pas de sens. Prétendre que ma connaissance est la seule vraie, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas donc, ça n'a pas de sens. Sous ce rapport-là, effectivement, le sophisme même dangereux, le scepticisme même dangereux ont une portée pédagogique. Merci beaucoup, professeur, pour ce brillant exposé. J'ai envie de faire un petit glissement pour entrer dans le terrain de la religion. Ce qui a été retenu de la vérité doit peut-être nous montrer que même la foi religieuse doit se méfier de la conviction absolue, et que la foi, donc, pour être une foi véritable, a besoin de s'inquiéter, a besoin de s'injecter une dose d'incertitude. Tout à fait. Surtout pour nous philosophes, et même en dehors de la philosophie. Mais les vérités religieuses, Socrate, elles sont de l'ordre du privé. Elles sont de l'ordre du privé. Je pense, c'est l'imam Ghazali qui disait, on ne peut pas... c'est difficile de convaincre quelqu'un de certaines sensations religieuses ou bien de certaines convictions religieuses, de la même manière qu'il est difficile de raconter le plaisir sexuel à un impuissant. C'est la meilleure métaphore que j'ai trouvée. Donc, sous ce rapport-là, quand tu es dans une religion, ça te paraît tellement évident, ça te paraît tellement beau, ça te paraît tellement cohérent, que vous trouvez à la limite absurde qu'il y ait des êtres humains qui ne pensent pas comme vous. Mais c'est ça le danger. Parce qu'on oublie souvent que c'est une question de posture, pour prendre vraiment un terme un peu husserlien, ou bien une question de position. Je pense que c'est Husserl qui disait « Autrui, c'est mon alter ego ». Alter ego, c'est-à-dire celui qui vise le monde à partir d'un point de vue et d'une perspective différente des miens. Par conséquent, chacun de nous occupe un poste
à partir duquel ils ne voient que les images de la réalité. Si nous prenons la religion dans ce sens-là, mais les gens oublient que la religion, nous l'accueillons d'abord comme foi parce que nous avons une raison. Par conséquent, quelles que soient nos convictions religieuses, il ne faudra jamais congédier notre raison. Parce que quand nous congédions notre raison, qu'est-ce qui prend place? C'est le fanatisme. Or, le fanatisme, ça ouvre la voie à l'intolérance et à la confrontation. Donc, retenons que toutes les religions sont vraies, mais qu'en fin de compte, toute vérité est relative. Donc, si nous acceptons ça et que nous l'intériorisons comme culture, alors la relation entre les religions devient une interculturalité. La relation entre les religions devient une forme de communion, ça devient une forme de communication. Ça va devenir une forme de synthèse donc, de l'humain lui-même. Aucun homme ne peut avoir la certitude que sa conviction est la meilleure ou bien que sa conviction est exacte. Pour la bonne et simple raison, M. Socrate, que toutes les religions se réclament à Dieu. Et toutes, autant qu'elles sont, y compris même les religions qui n'étaient pas révélées, parce qu'elles parlaient de divinité. Mais un Dieu Socrate, un Dieu il est infini. Pourquoi une religion, une réalité infinie, devrait-elle être saisie dans des limites finies? Par conséquent, j'ose dire que Dieu a fait exprès de laisser se développer une diversité de religions. Parce que c'est sa nature même. Il est non seulement immuable, mais il est infini. Puisqu'il est infini, pourquoi devrait-elle se contenir et être contenu dans les limites d'une seule religion? Donc, sous ce rapport-là, nous autres humains, nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance et accepter que donc la diversité des religions entre dans la logique normale des choses. Merci beaucoup, professeur. Une dernière question avant de clore la maïeutique de ce soir. La science, nous le savons, occupe un terrain privilégié, puisque dans la quête de vérité, il semble que les résultats de la science parviennent à obtenir l'accord des esprits compétents, parce que la science, dans ses vérités, prône l'objectivité et l'universalité. Est-ce que cela nous permet d'affirmer, professeur, que les théories scientifiques sont toujours vraies ou absolument vraies? Très belle question, Socrate. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, ce qu'on appelle les sociétés technocratiques. Dans les sociétés technocratiques, deux choses sont essentielles. Première chose, seule l'efficacité compte. Seule l'efficacité compte. Deuxième chose, la marche de la société elle-même est déterminée par le savant et l'ingénieur. Pour dire quoi? Que ce serait suicidaire ou bien une grande aventure de douter de la véracité de la science. Donc, a priori, nous sommes tous d'accord que la science est vraie. Non seulement nous sommes d'accord qu'elle est vraie, mais nous prenons même la science comme le modèle de la vérité. Et quand je dis ici la science, je pense spécialement aux sciences expérimentales. Parce que par l'expérimentation, elles semblent pouvoir tester leur énoncé. En faisant une expérimentation et que l'expérimentation semble réussir, alors j'en déduis qu'elle est vraie. Donc, sous ce rapport-là, on peut considérer que l'expérimentation, mais également l'efficacité, sont deux avocats robustes, pertinents, pour plaider la véracité de la science. Mais, Socrate, vous savez très bien que les vérités scientifiques, elles sont toutes en sursis. Aucune vérité scientifique n'est stable. C'est Bachelard qui disait « Les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain ». Par conséquent, on comprend pourquoi quelqu'un comme Karl Popper a introduit parmi les critères de la scientificité du discours ce qu'il appelle la réfutabilité ou bien la falsifiabilité. Un discours vrai, pratiquement on ne peut pas en avoir une certitude. La seule chose que nous savons, c'est que nous faisons une expérimentation, l'expérimentation a réussi. Si elle réussit, elle est une confirmation, mais elle n'est pas une vérification. La confirmation, elle est provisoire, tandis que la vérification, elle est définitive. Merci, professeur. Nous en arrivons à la fin de cette émission. Voici donc déjà arrivé l'heure de nous quitter. Moi pour me rendormir et vous pour remonter à cheval et reprendre la place qui est vôtre dans la gestion des affaires de votre cité. À très bientôt, soldats du savoir.
pour une autre séance de maïeutique. Merci Socrate. Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais du fond de ma tombe, je contemple la philosophia perennis représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue. Mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume générale.